La vérité insensée éclot dans ma poitrine par une nuit sans lune et sans étoiles. C'est par la folie de ma mère que j'arrive à l'écriture. Désolée papa, je suis bien la fille de ma mère. Notre invitée aujourd'hui, c'est Semerel Hayashi, romancière franco-marocaine, autrice de 5 romans et fondatrice du festival littéraire L'Origine des mondes à Lille. Elle est au ciel pour son dernier livre, Madame Bovary, Ma mère et moi, un roman sur ce qu'une fille ne sait pas de sa mère et sur ce que ce silence transmet, sans qu'on le choisisse. Avec en fil rouge, Emma Bovary qui revient comme un écho inattendu. Samira, bienvenue sur BookTok. Pourquoi Emma Bovary spécifiquement? Qu'est-ce qu'elle a que d'autres personnages féminins de la littérature n'ont pas? Alors Emma Bovary, c'est une figure littéraire qui me percute moi quand je suis adolescente. Je découvre comme beaucoup ce personnage de roman au lycée. Et c'est vrai qu'elle correspond pas du tout aux standards des femmes qui m'entourent à cette époque-là. Moi, je suis née dans le bassin minier, issue d'une famille d'enfants d'ouvriers comme d'autres. Et donc, les femmes qui m'entourent sont d'abord des mères. Donc, quand Emma Bovary arrive comme un personnage de fiction avec toute la fougue, toute son envie de vivre, hem, toute sa vitalité et puis peut-être son envie de vivre d'autres vies que la sienne, je me sens en familiarité avec elle. Voilà et c'est comme ça que je me prends de passion pour ce personnage un peu troublant, un peu, qui a envie de vivre, autre chose et c'est vrai que du point de vue du bassin minier, je crois que moi aussi j'ai envie d'écrire une autre histoire, de devenir romancière, de vivre autre chose et puis après, bien sûr, il faut se confronter à la réalité et à la désillusion. Tu mets en parallèle 3 trajectoires, la tienne, celle de ta mère immigrée et celle d'Emma Bovary. À quel moment tu as senti que ces 3 femmes pouvaient coexister dans le même livre? Alors c'est pas ma trajectoire, c'est celle de Salwa, mais j'accepte la confusion. Et bah, simplement, j'avais envie, ce qui s'est imposé à moi, c'est de comprendre qu'il y a une condition commune entre une femme du 19e siècle, une, heu, une dame, arrivée avec le regroupement familial dans les années 80, une petite dame berbère, Halima, la mère de Salwa et une jeune femme aujourd'hui. C'est, cette pulsion de vie, ce besoin de mouvement et j'ai même découvert quelque chose, en écrivant ce roman, c'est qu'en réalité Emma Bovary, ce qu'elle voulait, c'était juste aller danser au bal et je retrouve cette même pulsion de danse dans, les chants dansés du Haut Atlas, du Moyen Atlas, dans les danses Ahwash et autres, que, Salwa qui a envie d'aller danser en boîte de nuit aussi autour, du bassin minier et c'est cette même volonté de vivre quelque chose par le corps, d'être en mouvement et c'est ce que fait la littérature. La littérature qui me plaît, elle nous met en mouvement, elle nous donne envie, de nous mouvoir par le corps, que ce soit avoir de la colère, que ce soit de se mettre en mouvement, que ce soit de manifester, que ce soit de danser, que ce soit d'aimer. Voilà, c'est ça pour moi la puissance de la littérature. Le roman est décrit comme hybride. Narration éclatée, chapitres courts, phrases percutantes, avec des extraits de Madame Bovary intégrés au texte. Cette forme s'est imposée ou tu l'as construite? Ça, c'est grâce à Flaubert. C'est-à-dire qu'il écrit beaucoup de lettres notamment à George Sand, dans lequel il dit qu'il a envie d'écrire un roman poésie, un roman total. Et je me suis dit: «Pour parler de liberté, de corps, il faut que je sois libre dans la forme aussi» et je me suis autorisée à faire, une forme qui correspond à la vie d'une femme aujourd'hui et la vie d'une femme aujourd'hui n'est pas linéaire, c'est plutôt le chaos, c'est plutôt des fragments. On passe d'une scène à l'autre, on a 1000 vies en une seule, et cette, dimension fragmentaire, laisse aussi la liberté au lecteur de se construire sa propre histoire et il y a même une playlist à la fin pour écouter, la musique de mes personnages. Voilà et puis pour parler de santé mentale aussi évidemment, la dimension fragmentaire, qui est, reconstituer une mémoire, par fragments, par éclats me semblait la forme la plus juste. Après Le ventre des hommes sur ton père et les mineurs, et maintenant ce livre sur ta mère, est-ce que tu as l'impression d'avoir soldé quelque chose ou d'avoir ouvert un nouveau chantier? Alors ce roman fait partie d'un cycle, Histoire de réparation, ce qui nous relie et ma volonté, enfin ce que j'essaie de construire dans mon travail, depuis, plusieurs années, c'est de faire un pas de côté sur, la représentation qu'on a de ces hommes et femmes, arrivés en France, les qu'ils ont peut-être été vus comme des victimes de l'histoire et moi j'ai à cœur de leur rendre, de nous rendre aussi, hem
la capacité à écrire nos propres histoires, à être sujet de l'histoire et pas juste trimballé ici et là pour des raisons, économiques ou, sociétales et de parler d'histoires de voyage et aussi d'aller réparer, des choses qui ont été difficiles, douloureuses comme l'exil, mais de rappeler la force de création, toute la création qui émane, de ces histoires d'exil, de voyage plutôt, j'aime mieux ce terme-là, l'aventure et de rendre, à ces personnes-là, leur place dans la littérature et ils deviennent des motifs littéraires comme Emma Bovary, comme d'autres, comme La Vallée du Drap, comme les terrils du bassin minier deviennent des motifs littéraires qui entrent dans, l'universalité. Tu es né à Lens, dans le nord de la France. Comment le Maroc s'est-il imposé dans ton écriture alors que tu n'y as pas grandi? J'y ai pas grandi, mais ça faisait partie de l'imaginaire et peut-être d'un horizon, dans ma famille, voilà, comme un lieu ressource aussi. Donc j'en ai bénéficié par les paroles que j'entendais autour de moi, par l'expérience, estivale bien sûr et puis je suis revenue, comme romancière pour écrire. Moi, mon bureau, c'est Tanger, c'est là que j'écris tous mes romans. Hem, on parle d'exil, mais j'aime à dire que l'exil, c'est pas forcément que l'exil géographique. Moi, je me sens en exil dans un monde qui va trop vite, par exemple. Donc j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin d'espace et les zones, rurales, nous offrent, peut-être un autre rapport à l'espace-temps et j'ai peut-être une forme de nostalgie ou de romantisme, peut-être d'idéalisation, hein, que j'assume, de la part de ces pays de cette terre, originelle. Mais je suis fascinée par les histoires que racontent les gens et je suis allée rechercher, j'aime beaucoup écouter et peut-être en tant que femme, j'ai pu avoir accès à des histoires, histoires d'amour, des histoires, de déchirement, des histoires, hem, ordinaires tout simplement, que j'ai pu, attraper depuis, voilà, depuis de nombreuses années et après il faut que ça devienne matière à écriture. Mais c'est vrai que j'ai eu plutôt un rapport au Maroc, pour vous dire la vérité, peut-être un peu protégé par la famille, peut-être, un peu déconnecté. Et puis il a fallu que je revienne pour découvrir la réalité, les difficultés, que vit la jeunesse, l'envie de liberté, la soif, ça, il fallait que j'aille, le vivre, me cogner un peu à la réalité pour écrire. Et puis bien sûr que j'ai lu, des livres comme, Mohamed Choukri, comme, Abdelatif Labi, Driss Rabi, bien sûr, avec, Fatima Mernissi, qui m'ont aussi, permis d'avoir un autre regard non protégé, mais vraiment plus réel, plus brut avec le Maroc, et j'avais besoin de m'y confronter parce que j'en étais coupée dans mon parcours, je le connaissais pas vraiment. Voilà et l'écriture permet d'aller me cogner à une réalité et de l'écrire et loin des représentations, des clichés qu'on peut en avoir, c'est raconter des parcours de vie, ajouter de la complexité au réel. Voilà, c'est mon travail. On vit dans une époque où l'évasion est partout et à portée de clic. D'ailleurs, Madame Bovary a un rapport assez conflictuel avec l'évasion, d'où le terme bovarisme. Donc, comment Emma Bovary peut nous raconter notre époque? Ça, c'est une belle question, un peu compliquée. Je vais dire 2 choses. La première, c'est que pour moi, la lecture en soi n'existe pas. On lit toujours en contexte. Moi, j'ai découvert, par exemple, la lecture en contexte de famille nombreuse et ma quête, c'était la recherche de l'intimité. Et puis, le lecteur évolue au fur et à mesure, de son parcours. Donc, il y a clairement, comme Emma Bovary, comme, Salwa dans mon roman, une une époque, une période où lire a une fonction d'évasion, de quitter sa condition sociale, de quitter sa condition existentielle, de rêver, peut-être, de construire des illusions et que ça fait partie, du parcours, d'un être humain à un moment donné de son parcours, de l'être contemporain en tout cas. Et ce que nous invite à faire Flaubert, c'est, de se frotter à la réalité, de se désillusionner et puis de retrouver peut-être une beauté, post-critique. Après s'être, cognée à la réalité comme va le faire Emma, puisqu'elle va quand même être quittée, elle va vivre plein d'histoires d'amour malheureuses, hem et comme le dit Flaubert, que ce soit, Rodolphe, Léon, son mari, ils ne sont pas du tout à la hauteur de ses espérances. Et moi dans mon écriture, dans mon travail, ce que j'ai pu, comprendre, ce que j'ai pu saisir, ce que j'ai pu surtout, expérimenter, c'est la puissance de l'écriture pour reconfigurer le réel. C'est peu importe, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit de la danse, je sais pas, chacun a,
que voilà, chacun comment dire, a un domaine qui le rend vivant. C'est comment ça t'aide à reconfigurer ta réalité et c'est ça qui m'intéresse. C'est la capacité de créer de l'être humain et je le redis, ce qui est dangereux, c'est pas tellement les nouvelles technologies, c'est l'usage qui compte. On peut faire des choses formidables avec, les réseaux sociaux, on peut écrire, on peut faire plein de choses, on peut partager des mondes, la jeunesse s'en empare et fait des choses formidables et le pire existe aussi. C'est juste qu'on a accès peut-être maintenant à beaucoup trop, de création pour un cerveau, encore limité, et c'est plutôt ça le danger. C'est est-ce qu'on peut, ralentir, réduire le flux d'informations et avoir un autre rapport au temps plus lent? Ce que nous invite à faire le livre, c'est-à-dire que ça va quand même prendre beaucoup de temps, des journées, peut-être des mois, peut-être des semaines, qu'on passe avec un personnage. Alors et s'agissant de la désillusion, bah, je crois que j'ai répondu à la question, non? Ah! Flaubert nous prévient, et il nous dit que pour les femmes du 19e siècle, et c'est toujours le cas aujourd'hui, le rapport à l'amour rêvé, à l'amour illusionné, est un danger et c'est ce qui se passe pour Halima, la mère, ou pour Salwa, ou pour Emma Bovary, c'est la même chose. Il y a le patriarcat en face. Heu, c'est un espace, qui est plein de dangers. Ce sont des survivantes en réalité. Peut-être que Emma Bovary elle-même, en est morte d'ailleurs et pour Salwa, elle, la différence, c'est que, elle a la carte bleue, elle a la voiture, elle peut se mouvoir, elle peut se déplacer, ce que ne peut pas faire la mère de Salwa et quelque part Salwa, peut-être contre sa propre mère, heu, nous avons libéré ces mères-là, nous avons libéré ces femmes, ces mères qui sont arrivées, ne serait-ce qu'en ayant le permis, en pouvant les conduire partout, en leur proposant une autre vie et aujourd'hui, ce qui restait à faire, enfin, ce qui me semble, ce qui restait à faire, ce que j'essaie de faire dans ce roman-là, c'est convertir notre regard. Elles ont été enfermées dans une représentation, dans un cliché de femmes soumises, un peu discrètes, s secondaires dans l'histoire de l'immigration. Alors on s'est intéressé au père qui était une force économique, on s'est intéressé aux enfants qui n'étaient pas prévus, nous n'étions pas prévus au programme, donc il fallait bien nous gérer. On est sorti un peu la surprise de ce programme économique, hein. Nous sommes venus pour un programme économique à la base. Il se trouve qu'en plus, on est, chercheur, on est écrivain, magicien, on fait plein de choses. Mais ces mères, elles n'ont pas été vues, elles n'ont pas été regardées. Elles ont été enfermées, dans une petite case, de la figure de la femme maghrébine, alors qu'elles sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Et en réalité, elles ont lutté pour une liberté. Mais une liberté qu'on n'était pas capable de regarder parce qu'on avait les yeux rivés dans les années 80, outre-Atlantique, dans un libéralisme assez vorace. Et la liberté à elle, avec le regroupement familial, c'était par exemple juste pour la première fois de toute l'histoire de la lignée, vivre avec la famille nucléaire, juste vivre avec le père et les enfants, loin de l'emprise de la belle famille, des oncles, des cousins. Elles pouvaient disposer d'un argent certes donné par le père, mais c'était quand même leur argent à ce moment-là, pour faire leurs courses, pour avoir la paix, pour choisir leur programme télé. Hem et quelque part, moi j'avais besoin dans mon parcours de femme et de romancière d'aller récupérer, cette part, de transgression qu'elles sont et qu'on n'a pas su regarder. Donc je crois que c'est une faute collective de les avoir enfermées dans un regard qui n'est pas juste, d'autant plus que c'est une espèce en voie de disparition. Elles sont en train de partir malheureusement, et j'avais vraiment besoin, une forme d'urgence, d'aller récupérer cette part d'indocilité qu'elles sont, la façon qu'elles ont de transgresser, de vivre leur mode, leur beauté aussi qu'on n'était pas capable de voir. Voilà, mais vous savez, ça change rien à leur vie. Donc ça change rien à leur vie. Moi, j'ai écrit ce roman, ma mère continue sa vie. Par contre, moi, je le regarde différemment et je me dis: «Ah oui, quand même, chapeau parce que ça a pas dû être facile» et qu'en plus de ça, on n'a pas été juste, avec elle et c'est ça que permet, par exemple, la littérature, d'être en empathie, de construire un personnage et de les faire rentrer dans la littérature au même titre qu'Emma Bovary, comme un personnage de roman aujourd'hui. Ce sont des motifs littéraires comme les autres auxquels on peut s'identifier. On n'en a jamais parlé, mais je crois que je n'étais pas prévue au programme. Juste avant moi, un enfant est né, avec lequel il y a 9 mois de différence. Je suis sûrement l'enfant d'un retour de couche.
L'enfant qui arrive par surprise. L'enfant qui s'accroche pendant que la maman prie pour que je m'en aille loin dans les couloirs d'avant la création. L'enfant de trop. Est-ce pour cela que j'ai toujours l'impression de déranger? Est-ce pour cela que je m'excuse souvent? Est-ce pour cela qu'on ne sait pas se regarder dans les yeux toutes les deux? Je la regarde s'agiter souvent dans la cuisine, à préparer des repas pleins d'huile et de couleurs, à tourner en rond dans sa cuisine, prison de 9 mètres carrés, comme dans son royaume en reine mère. Nous sommes le peuple affamé et nous arrivons la bouche pleine de bave chaude. On veut des frites, du ketchup. Son plat traditionnel au citron confit finit sur un coin de la table abandonné. Nous allons à l'école, nous rentrons, tu es là. Nous allons au collège, nous rentrons, tu es là. Nous allons à la bibliothèque, au cinéma, à la piscine, nous rentrons, tu es là. Nous allons au lycée, à l'université, en boîte de nuit. Nous ne rentrons pas, ou alors nous rentrons. Parfois oui, parfois non, tu es là. Je te regarde de haut, tu me regardes de travers. Ton mari rentre, ton mari s'en va. Ton mari à toi s'occupe de tout pour toi. Tu as des enfants, des petits-enfants, tu n'as pas d'argent à toi, tu ne manques de rien. J'ai mon indépendance, j'ai ma voiture, j'ai ma carte bleue. Je suis libre d'aller où je veux, je suis sans entrave et je suis seule. Qui a tort, qui a raison? À la fin, chacune de nous est définie par son statut marital.